Bonsoir à tous et merci de votre présence. Philippe Besson, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue et merci à à Dialogue. votre présence à tous. Oui. Nous avons déjà eu le plaisir de vous accueillir dans ces murs pour deux précédents livres. Je vous présente donc succinctement. Votre carrière d'écrivain commence en 2001 avec le succès de En l'absence des hommes, suivi de Son frère, déjà inspiré de votre vie, et adapté au cinéma par Patrice Chéreau en 2003, avec lequel vous travaillerez à l'écriture du scénario. Vous collaborez également à l'écriture de pièces de théâtre. Plusieurs de vos livres ont d'ailleurs été adaptés sur scène, comme Un garçon en Italie, présenté au Festival d'Avignon en 2018. Vous avez également été critique littéraire et animateur à la radio et à la télévision. Un homme curieux donc, toujours en mouvement. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un homme curieux. Vous préférez toujours en mouvement. Mouvement, ça va. Mais curieux aussi, ça va. Oui, oui. Dans tous les sens du terme. Ça vous correspond. Plusieurs fois récompensé pour vos ouvrages, votre parcours est jalonné de contributions à la vie littéraire et aux arts en général. Je suis donc ravie de vous recevoir pour cet échange en public autour de votre dernier roman, paru fin janvier aux éditions Julliard, un certain Paul Darigrand. Alors ce roman fait suite à Arrête avec tes mensonges, paru en 2017, dans lequel vous reveniez sur votre première histoire d'amour à l'âge de 17 ans, une relation cachée, un amour impossible, dont le souvenir ressurgit. Par ailleurs, ce titre, Arrête avec tes mensonges, sonne comme une injonction que vous vous faites, après avoir raconté des histoires, après avoir embelli ou dramatisé des scènes, des projections, des rêves peut-être. Votre travail d'écriture fait place désormais aux faits et aux souvenirs. Alors, dans Un certain Paul Darigrand, nous sommes à Bordeaux, en 1988-89. Vous suivez un cursus de droit et rencontrez donc un certain Paul Darigrand, avec lequel, contre toute attente, vous allez vivre une passion intense et douloureuse, une histoire de clandestinité et de silence. Vous racontez des épisodes clés de votre vie qui ont marqué votre histoire et l'homme que vous êtes devenu. Alors, vous interpellez votre lecteur ainsi. Je vous cite, « Aujourd'hui, voilà que je vous montre l'envers du décor, la réalité derrière la fiction. » C'est donc le romancier que j'interroge. Pourquoi cette histoire d'alors secrète devient-elle aujourd'hui une histoire révélée? Ou en d'autres termes, pourquoi se raconter? Où commence la fiction et où s'arrête-t-elle? Alors, c'est vrai que moi, j'ai d'abord été pendant très longtemps, et je suis d'ailleurs, je pense encore, un romancier, c'est-à-dire quelqu'un qui fait fiction, quelqu'un qui invente des histoires. Je suis d'ailleurs venu à l'écriture des livres pour cela. Souvent, le premier geste, quand on commence à écrire, c'est plutôt de se raconter, d'écrire sur soi, d'écrire à partir de soi. Souvent, les premiers textes, les premiers livres sont des sens intimes, personnels. Moi, ça a été tout le contraire. C'est-à-dire que mon premier livre et mes premiers livres ont été des romans, ont été des fictions, et parce que j'ai eu le désir de devenir un autre et de vivre d'autres vies que la mienne. C'est ça que me procure le roman. C'est-à-dire que je me dis, je vis une vie, et puis si j'écris une autre vie, je vais la vivre, cette vie que je suis en train d'écrire, mais ce n'est pas la mienne, c'est une autre. Et donc j'aime profondément ça, la fiction. C'est grâce à la fiction que j'ai été un jeune homme pendant la Première Guerre mondiale dans l'absence des hommes qui avait le bonheur de rencontrer Marcel Proust, ou que j'ai été une femme habillée d'une robe rouge dans un tableau de Hopper dans l'arrière-saison, etc., etc. Et donc c'est toute chose que, malheureusement, peu de chance d'être dans la vraie vie, même si je porte bien la robe rouge. Et donc l'idée, c'est que... enfin, ça me boudine. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire, j'adore ça. J'adore le jeu JEU, j'adore l'invention, j'adore le mensonge, j'adore l'imaginaire. Et il se trouve que j'ai plutôt une imagination assez féconde. Donc ça c'est formidable. Et donc la vie aurait pu continuer tout à fait comme ça pendant longtemps, et j'aurais pu continuer à écrire des romans pendant longtemps, parce que j'y puise beaucoup de plaisir et même de jubilation, alors même que ce que j'écris est souvent assez triste, parfois même tragique, parce que ça meurt quand même beaucoup chez moi, ça n'a pas dû vous surprendre. Certains d'entre vous ont... Ah, ça s'arrête tout de suite, là, on ne sait pas. Pardon. Donc si certains d'entre vous ont lu mes livres, vous savez que c'est plutôt effectivement des histoires sombres, des histoires où les gens meurent à la fin, parfois même ils meurent dès le début, comme ça au moins c'est réglé. Et donc c'est vrai que même en écrivant ces histoires tristes ou tragiques, je tire moi une jubilation du moment de l'écriture. Bon.
Et donc voilà, donc jusque-là, tout va bien. Mais évidemment, même en écrivant des romans, on ne peut pas faire abstraction de sa vérité intime. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de romancier qui pourrait écrire en ignorant ce qu'il est profondément, ce qu'il éprouve, ce qu'il a traversé, etc. Donc tous les romanciers puisent évidemment dans leur vérité, dans leur réalité, dans ce qu'ils ont connu, dans leur expérience, dans leurs rencontres, dans leurs douleurs, dans leur bonheur passé, pour écrire. Mais disons qu'ils avancent masqués, disons qu'ils avancent derrière un rideau de théâtre et que ce qu'ils montrent, ce n'est pas eux directement. Et l'histoire qu'ils racontent n'est pas celle qui leur est arrivée à eux, mais une autre, vaguement déformée, transposée, transfigurée, enfin bon. Et tout ça est agréable. Et puis arrive effectivement l'année 2016, où je fais une rencontre, enfin que j'avais déjà faite un peu avant, mais je fais cette rencontre à ce moment-là avec un jeune homme, et ce jeune homme vient me rapporter mon passé d'une certaine manière. Il vient me donner des nouvelles de mon passé, de mauvaises nouvelles de mon passé d'une certaine manière, et ce qu'il représente lui, ce qu'il incarne lui, ce qu'il symbolise lui, ce qui émane de lui, et ce qu'il m'apprend, tout ça déclenche chez moi le désir d'écrire pour la première fois la vérité brute, sans phare, sans filtre, sans faire le malin. Voilà. Et donc, juste après avoir quitté le jeune homme, mais quand je dis juste après, je pense que c'est moins d'une heure après avoir quitté le jeune homme dans un café du côté du centre Pompidou à Paris, je me mets à l'écriture de ce qui deviendra Arrête avec tes mensonges, et qui pour la première fois est donc non pas un roman, mais quelque chose qui releverait, alors j'aime pas l'idée, c'est pas un récit autobiographique, mais en tout cas quelque chose qui releverait de l'autofiction, en tout cas de l'écriture de soi, et de raconter une histoire qui s'est réellement produite, avec les vrais noms, les vrais lieux, etc. Enfin, pas tous les vrais noms, enfin mon vrai nom en tout cas, et voilà. Et je l'écris parce que je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire, je suis dans une espèce d'obligation de le faire. Je n'ai pas eu le sentiment d'avoir choisi de le faire. Je n'ai pas eu le choix de ne pas le faire, en fait. Et sans doute parce qu'il y avait une injonction de ce jeune homme que j'ai rencontré, et parce que moi, j'ai compris que c'était le moment de dire les choses et de ne plus avancer masqué, peut-être. Et j'en ai été tellement décontenancé, quand j'ai commencé à écrire Arrête avec tes mensonges, mais vraiment très décontenancé, que j'ai fait une chose que j'ai jamais faite jusque-là, c'est que j'ai écrit à mon éditeur. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand j'écris mes romans, je les écris moi, tout seul, dans une solitude que j'aime beaucoup, parce que c'est une solitude très féconde, très fertile, mais j'écris dans mon coin, je dis rien de ce que j'écris, et une fois que le livre est terminé, et seulement une fois qu'il est terminé, je l'envoie à mon éditeur, qui découvre à ce moment-là son existence, et même sa thématique, par essence, parce qu'il ne sait pas du tout ce que j'ai écrit, parce que j'ai refusé d'en parler avant. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça. Et là, j'étais tellement dérouté, décontenancé par ce qui se passait en écrivant Arrête avec tes mensonges que, après avoir écrit 30 pages, j'ai envoyé à Betty Mialet, mon éditrice, un mail avec ces 30 pages en lui disant, et l'objet du mail, c'était « J'arrête ou je continue ». Et vraiment, et elle m'aurait dit « Arrête », j'aurais arrêté, je pense. Alors elle m'a dit « Continue », donc je continuais, je suis un garçon obéissant. Et c'est devenu « Arrête avec tes mensonges ». Et puis, il s'est passé un truc assez bizarre autour de ce livre. Enfin voilà, il y a eu une sorte d'émulsion très inattendue. Bon. Et j'en ai été évidemment très ému, très touché. Mais après l'écriture d'Arrête avec tes mensonges, j'ai vécu une sorte de moment très difficile et délicat, parce que je me suis dit, comment je fais maintenant pour encore écrire un roman? Comment, après avoir écrit ce livre-là, je peux écrire un roman à nouveau? Et vraiment, j'ai passé des semaines à me dire, j'écrirai sans doute plus jamais de roman. Vraiment. C'était assez déroutant et assez douloureux, en fait. Et donc, j'ai passé cette phase-là. Mais en même temps, je me disais, mais si j'écris pas de roman, qu'est-ce que j'écris? Enfin, c'était compliqué. Puis il m'est arrivé une histoire que vous avez peut-être vu passer, qui est que je connaissais, j'étais ami, et je suis toujours d'ailleurs, parce que je suis fidèle en amitié, avec quelqu'un qui s'est retrouvé président de la République, et donc qui m'a demandé de suivre sa campagne. Et donc je me suis retrouvé engagé dans cette campagne électorale, et à écrire un livre sur cette campagne électorale. Et en fait, ce livre, pour moi, on peut en penser ce qu'on veut, mais la vertu qu'il a eue pour moi, en tout cas, c'est de me ramener à l'écriture. C'est-à-dire que tout d'un coup, en écrivant ça, j'ai été capable à nouveau d'être devant un écran d'ordinateur, devant un clavier, et d'écrire des mots, et d'aligner des mots et des phrases. Parce que ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas écrit, quoi.
Et cette aventure m'a ramené vers l'écriture, d'une certaine manière. En plus, c'était marrant parce que c'était raconter le réel, c'était un réel qui était en train de se produire, et raconter un réel qui avait un côté très romanesque, parce que, a priori, quand le type se lance dans la campagne électorale, il a zéro chance de gagner. Donc moi, je me dis, pour le romancier que je suis, c'est formidable, parce qu'un type qui va alors qu'il n'a pas gagné, c'est bon, c'est intéressant. Et voilà. Et puis, donc ce livre a existé, et une fois qu'il a existé, j'étais capable de revenir à l'écriture, d'écrire à nouveau. Et l'histoire de Paul d'Arigrand, je l'avais en tête depuis longtemps, parce qu'elle est apparue dans justement certains de mes romans, en filigrane. Elle apparaît dans Son frère, elle apparaît dans Un garçon d'Italie. Donc je savais qu'elle avait une importance au moins aussi grande que celle d'Arrêter avec les mensonges, et que Paul d'Arigrand était au moins aussi important dans ma construction personnelle que le Thomas Andrieux d'Arrêter avec les mensonges. Et donc, je me suis lancé dans l'écriture à la faveur d'un déménagement, ça c'est vrai, en retrouvant une photo. Bon, je savais que cette photo existait, hein, mais... Et donc, je me suis dit, je vais raconter Paul maintenant, je vais raconter en quoi ce qui arrive à ce moment-là, dans cette année 88-89, est une sorte de basculement, là aussi, et comment plus rien n'est pareil après, comment les événements de cette année septembre 88, septembre 89 changent la donne, et comment... celui que je suis en septembre 89 n'est plus du tout celui que j'étais un an plus tôt. Et celui-là, de septembre 89, il est presque l'homme que je suis encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est façonné, comme si j'étais une pâte à modeler avant, un truc très malléable, très, je sais pas quoi, un peu ou gazeux, j'en sais rien, enfin voilà, une sorte de chose pas fixée, très, voilà, fluctuante, bon. Et qu'à la fin de l'histoire... les choses sont ancrées, c'est-à-dire je suis devenu ce que je suis pour le pire ou pour le meilleur, c'est-à-dire que à la fois quelqu'un qui a une forme de solidité, quelqu'un qui a une fragilité irrémédiable. Donc c'est ça que ça raconte. J'ai été très long dans ma réponse, je vais faire plus court sur les prochaines parce que sinon ça va être compliqué. Non, mais effectivement, vous abordez un sujet qu'on perçoit dans le roman, c'est la dualité des choses. L'avant, l'après, la fragilité, la solidité. D'ailleurs, le roman est construit sur une dualité, une histoire d'amour donc avec Paul d'Arigrand, mais une histoire de maladie aussi. Ce sont les deux faits réels que vous racontez. Donc d'un côté, le plaisir et l'insouciance qui vont de pair avec les sentiments amoureux et la jeunesse, et de l'autre, la souffrance et l'inquiétude qui accompagnent l'état de malade que vous avez connu à cette époque. Et cette dualité, est-ce que vous l'avez ressentie en écrivant et en devenant justement un personnage de roman, en fait, pour reprendre le titre de votre ouvrage? Alors, en fait, j'ai tout retrouvé parce que justement, quand vous écrivez des textes comme ceux-là, vous faites appel à votre mémoire par essence, d'accord? Alors que quand vous écrivez des romans, logiquement, vous faites appel à votre imagination, si on veut faire simple. Et donc, l'histoire, elle préexiste, elle est là avant que vous commenciez, puisqu'il suffit de puiser dans votre mémoire pour raconter l'histoire. Il faut raconter une histoire qui s'est réellement produite. Mais en même temps, moi, j'ai besoin d'une forme d'immersion et presque de transe. C'est-à-dire c'est de revivre ces moments-là. De la même manière que quand j'écris un roman, je deviens le personnage, je deviens la femme à la robe rouge ou le jeune homme en 1916 ou n'importe quoi d'autre. De la même manière, quand j'ai écrit un certain Paul d'Arigrand, il fallait que je redevienne le jeune homme de 21 ans affrontant l'épreuve. Et donc, j'ai replongé, la photo aussi m'y a aidé, il faut dire, mais il a fallu me replonger dans cette époque-là. Et en fait, c'est vraiment un travail d'immersion. Et donc, j'ai retrouvé les sensations vécues alors. C'est-à-dire à la fois cette espèce d'emportement, d'éblouissement, de ferveur, de fièvre amoureuse, et aussi de l'autre côté, d'immense fragilité, de désarroi face à la mort qui vient, etc., ou la mort possible. Et donc, tout ça, toutes ces impressions me sont revenues avec une exactitude folle, parce que c'était très étrange, la mémoire, comme ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a tout oublié, puis en l'occurrence, on n'a pas oublié grand-chose, ou en tout cas, on se souvient bien. Et moi, c'est vraiment comme si on ouvrait une boîte de Pandore, vraiment. C'est-à-dire que vous ouvrez, et puis tout est là. Tout est là. Et, alors, vous vous posez néanmoins des questions, parce que comme les choses vous reviennent avec beaucoup d'exactitude, vous vous dites, mais comment ça se fait que je me souviens aussi bien? Donc, est-ce qu'au fond, je ne recompose pas ma mémoire? Ou est-ce que je ne fantasme pas les choses? Est-ce que les choses se sont réellement passées comme ça? Ou est-ce que c'est moi qui aurais voulu qu'elles se passent comme ça à l'époque et je les raconte? Bon, non, vraiment, je crois que c'était quand même très exact. Et donc, je raconte, oui, cette histoire de dualité. C'est Eros et Thanatos. C'est la pulsion de vie, la pulsion de mort. C'est l'amour et le corps menacé au même moment. C'est le corps qui exulte et le corps dans la souffrance au même moment. Presque simultanément, oui, en tout cas. Et donc, c'est vrai que c'était assez étrange de se remettre dans ce contexte-là et dans cette vibration-là.
Et justement, cette force du souvenir que vous évoquez, la trace, hein, vraiment, vous dites, je vous cite encore, hein, écrire témoigne qu'on n'oublie pas. Ouais. Êtes-vous vous-même un nostalgique ou se rappeler est-il une nécessité pour avancer? Je paye une dette, en fait. Moi, je paye une dette. Je paye une dette à ceux qui ne sont plus là. C'est aussi simple que ça. Je dis à un moment dans le livre, moi je suis un type qui parle à des tombes. Mais je paye une dette aux absents. Depuis le premier livre, y compris quand j'écris des romans, je paye une dette aux absents. En fait, j'ai jamais fait de psychanalyse. Si j'en faisais une, je pense que on aboutirait sans doute au même résultat. Mais c'est-à-dire que je ne me résous pas aux adieux, je ne me résous pas aux absences, je ne me résous pas aux absents. Et ils sont toujours là, et ils m'accompagnent, ces absents-là, qui soit ont quitté la scène, définitivement, soit ont choisi d'aller ailleurs. Mais pour moi, ils sont encore là, ils sont encore... Enfin, il faut qu'ils soient encore là, qu'ils soient encore présents, et écrire des livres, c'est les sauver de la disparition totale, c'est les sauver d'une deuxième disparition. C'est-à-dire qu'au fond, ils ne sont plus là, et si on ne parle pas d'eux, c'est qu'on les a vraiment complètement enterrés. Tandis que parler d'eux, fait qu'ils sont encore un peu vivants, encore un peu présents, voilà, et encore bon. Et donc c'est ça. Je paye la dette aux disparus parce que ces gens-là que j'ai croisés à l'âge des possibles, c'est-à-dire à l'âge où tout se fait, ces gens-là m'ont fabriqué. Encore une fois, pour le pire ou pour le meilleur. Si j'en avais rencontré d'autres, je serais sans doute quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, la vérité, c'est ça que j'ai à offrir, c'est pas autre chose. Et ces gens-là m'ont fait. Et donc, mais il se trouve que les hasards de la vie font qu'une grande partie de ceux-là ne sont plus là aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est une façon de dire, je n'ai pas oublié et je donne à les voir. J'ai envie qu'on les voie parce que c'était quand même des gens qui étaient beaux, quoi. Oui, effectivement, quand vous parlez des absents, inévitablement, vous parlez des rencontres. Vous aimez les rencontres, ce sont des marqueurs pour vous, parfois là où tout commence. Et justement, comment savoir ce qui est déterminant à l'âge de 17 ans, comme dans Arrête avec tes mensonges, ou à 21 ans dans Un certain Paul Darigrand, quand vous rencontrez, vous insistez sur la véracité de cette impression d'ailleurs que vous êtes à une charnière. Comment on sait? En fait, c'est très étrange parce que, alors, je pense que, évidemment, on sait davantage avec le recul du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais ce qui a été important et ce qui a été accessoire, etc. Donc, celui qui écrit, évidemment, il a une connaissance des choses qui, voilà, bon, beaucoup plus grande que celui qui a vécu sur l'instant. Mais pour autant, il y a quand même des fulgurances et il y a des rencontres dont vous comprenez qu'elles vont vous emmener loin tout de suite, qu'elles ne seront pas anodines, que ça peut, sinon changer la donne, en tout cas, vous faire vous questionner beaucoup. Et c'est vrai que et Thomas Andrieux et Paul Darigrand, c'est ça. Et alors d'abord, en fait, parce que c'est le même mécanisme dans les deux cas, c'est-à-dire que c'est des gens qui vous tombent dessus un peu comme la foudre, qui arrivent, voilà. Et alors Paul Darigrand, c'est plus drôle parce que lui, il arrive sur un mensonge. Bon, ça c'est formidable, c'est-à-dire que je le rencontre et la première phrase qu'il prononce, c'est un mensonge, mais un mensonge dont je sais que c'est un mensonge. Il est en train de dire quelque chose dont je sais que c'est faux. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vous mentent, mais vous savez pas qu'ils vous mentent. Lui, il ment. Je sais qu'il ment et il sait que je sais qu'il ment. Enfin, vous voyez le truc. Bon. Donc j'adore l'idée que quelqu'un vienne devant vous et vous dise n'importe quoi. Ça m'enchante. Enfin, je trouve ça formidable. Et qui vous balance son désir comme ça, comme un jouet, comme un enfant jette ses jouets au pied de ses parents ou d'un sapin. Enfin bon, c'est assez curieux de faire ça, de ce geste. Et donc instantanément, je me dis, m'intéresse. Voilà. Thomas Andrieux, c'est autre chose, c'est la douleur qu'il y a chez lui tout de suite. Il n'y a pas de malice chez Thomas Andrieux. Il y a une douleur tue, il y a une douleur fondamentale, et on voit que ça, je vois que ça, la douleur. Donc ça m'intéresse aussi. Et en même temps, c'est des relations vouées à la clandestinité. C'est-à-dire que d'emblée, je comprends que je suis assigné à l'ombre, je suis assigné à l'obscurité, qu'il ne faudra pas apparaître, que ça ne pourra exister que si c'est tu, que si c'est secret. Donc c'est ça aussi, c'est la dimension du secret que je comprends aussi d'emblée. C'est-à-dire que ça sera invisible. Et j'aime bien déjà les choses invisibles. J'aime bien ce qui n'apparaîtra pas, ce qu'il faut taire, ce qu'il faut cacher. Ça m'intéresse déjà. Et donc c'est tout ça qui se fabrique dès ces rencontres, me semble-t-il, et qui fait que j'y vais. Et puis il y a quelque chose de tout simplement irrésistible. Mais ça arrive à tout le monde, avec tous les genres, tous les sexes, tous les âges, tout ce que vous voulez, etc. C'est que
il y a des gens qui vous plaisent, et vous avez le sentiment qu'il ne faudrait pas qu'ils vous plaisent, parce que c'est sans doute pas gagné et que c'est sans doute même perdu d'avance, mais vous y allez quand même. C'est la phrase de Truffaut, à quoi reconnaît-on qu'on est amoureux? C'est quand on commence à agir contre ses propres intérêts. Et donc, il y a cette idée-là, c'est que vous voyez bien que sans doute il ne faudrait pas y aller, mais c'est irrésistible, alors vous y allez. Vous avancez vers le ravin, vous savez qu'il y a un ravin, mais ça ne vous empêche pas. Et justement, le ravin vous attire. Il y a l'idée que vous allez jusqu'au vertige et jusqu'à la chute. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que si c'est juste un chemin tout droit et qu'à la fin c'est colchique dans les prés en se tenant la main, franchement, bon, ça saoule un peu. Et donc c'est très bien aussi, mais c'est moins vibrant. Et donc l'idée, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous comprenez d'emblée le danger. Vous comprenez d'emblée le truc tordu. Et puis, oui, le truc tragique. C'est-à-dire que, vous savez, c'est Anouilh dans Antigone qui dit c'est commode la tragédie parce qu'on sait d'emblée que ça finira mal. On n'est pas encombré par l'espoir, le sale espoir. Bon. Et c'est vrai, vous y allez, vous vous dites, bon, ça va, on est sûr de se cracher à la fin, donc on y va, on appuie sur l'accélérateur. Et il y a ça, et c'est associé aussi à la jeunesse. C'est ça aussi, c'est que dans l'un des cas, j'ai 17 ans, dans l'autre, j'ai 21 ans, et qu'il y a cette idée de 17 ans, c'est parce que c'est l'éveil. Et 21 ans, c'est la dernière année d'insouciance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ma dernière année d'études. Après, je sais que ça va être la vraie vie, la vie normale, la vie concrète, la vie quotidienne, la vie avec un travail, avec un salaire, avec des horaires, avec un bureau, etc. J'ai compris ça, parce que c'est ma dernière année d'études. Donc je vois bien que là, je peux dire encore une minute, monsieur le bourreau, mais enfin, je vois bien que ça se rapproche. Bon. Et donc c'est la dernière occasion d'être léger, désinvolte, futile, frivole, joyeux, inconséquent, tout ce que vous voulez. Et donc j'y vais aussi pour ça, parce que je me dis, après, ça va être sérieux, quoi. Là, ça peut encore être complètement cinglé, donc allons-y. Donc au-delà de la trace, votre écriture, on sent bien qu'il y a un souci de véracité et puis une force aussi de la phrase, c'est-à-dire vous avez le sens de la petite phrase, vous en citez quelques-unes, mais vous avez les vôtres. Page 183, j'aime bien celle-ci, tant aura été dit en geste. Oui. Ah bah oui. Et c'est ça qui retire les lecteurs. On traque vos phrases, le choix des mots, la description des sensations, des émotions. Vous dites d'ailleurs la force des mots. Oui, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce sont les détails, souvent. C'est pas forcément les choses les plus visibles, les déclamations, les discours ou je sais pas quoi. C'est pas la grande photo qui m'intéresse. C'est plutôt les choses murmurées, l'entre-deux, l'interstice, le détail, le geste, le murmure, le regard qui se détourne, des choses comme ça. Je trouve que c'est un langage qui est extraordinairement parlant. Je trouve que les gens parlent énormément avec leurs gestes, avec leur maladresse, avec leur fébrilité, avec leur inconfort, avec leur malaise, avec tout ça. Ils parlent aussi avec leur aplomb, avec leur assurance. Enfin, ils disent quelque chose comme ça. Bon. Et moi, ça m'intéresse à ce langage-là, en fait. De la même manière, encore une fois, j'aime bien ce que les gens murmurent plutôt que ce qu'ils crient. Je préfère ce qu'ils cachent à ce qu'ils montrent. Et donc, c'est vrai que je me suis attaché aux détails et je me suis rendu compte en même temps que souvent, ces histoires, elles se sont jouées avec des choses presque ineffables, presque impalpables. On ne s'est jamais dit qu'on s'aimait et on se l'est dit tout le temps. Mais les mots n'ont jamais été prononcés. Il y a cette idée-là aussi, c'est que quand les mots ne sont pas prononcés, vous vous dites que ça n'existe pas. Donc il faut que vous trouviez une autre façon d'entendre les mots. Voilà. Et écrire, c'est cette écrire, c'est ça, oui. Oui. Alors vous faites face à l'ambiguïté des autres dans ce roman où on apprend finalement à vous connaître, à vous comprendre, vous racontez le plus intime, vous racontez votre souffrance, une forme de complexe d'infériorité. Vous dites une vraie saleté, l'infériorité en amour. Je veux dire d'abord être dans la dépendance. Et c'est le récit d'une dépendance, d'une soumission. C'est le récit d'une dépendance et d'une soumission et d'une infériorité amoureuse. Oui, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation où vous avez le sentiment que vous aimez l'autre davantage qu'il ne vous aime, vous êtes en attente de l'autre et lui non, ou elle non, c'est l'autre qui fixe le tempo, c'est l'autre qui fixe l'agenda, c'est l'autre qui vous assigne à l'obscurité ou à l'ombre, encore une fois, c'est l'autre qui décide et pas vous, c'est vous qui attendez, qui interprétez les gestes, qui surinterprétez les mots, qui surinterprétez les silences, qui tombez dans des gouffres quand l'autre est absent et qui remontez dans les hauteurs
auteur dès que cet autre se manifeste. Enfin, on connaît ça par cœur, ces mécanismes. Et c'est vrai que moi, je n'étais pas celui qui décidait dans l'histoire, j'étais celui qui subissait. Enfin, subissait, c'était une submission, une façon de subir assez délicieuse, mais c'est vrai que c'était, voilà, subir, se soumettre, être sous l'emprise d'eux. Et donc, je raconte ça, ce truc de... faut s'abandonner parce que ça ne dépend pas de soi. Et au fond, les deux situations, celle de l'amour et de la maladie, sont équivalentes de ce point de vue-là. C'est-à-dire que de la même manière, je suis malade et je suis soumis à ce mal insaisissable, à cette maladie au contour extraordinairement mal défini, dont l'origine n'a jamais été déterminée et dont on m'explique que je peux mourir à chaque instant. Et en plus, on est à la fin des années 80, donc il n'y a pas Internet, etc. Donc il n'y a pas, évidemment, aller sur Internet, voir en 2 secondes ce qui vous arrive. Enfin, en général, quand vous allez sur Internet, vous pensez 2 secondes après que vous allez mourir de 7 cancers. Mais enfin, disons qu'à l'époque, il n'y avait pas la possibilité de mourir de 7 cancers directement en regardant Internet. Donc, mais vous remettez entre les mains des sachants, de ceux qui vont vous guérir ou pas vous guérir. Et donc, il y avait ça, il y avait cette idée que rien ne dépendait de moi. Cette année-là est une année... Oui, où je ne décide de rien, mais en même temps, cet abandon, qui est à la fois extrêmement douloureux et dangereux, il est aussi tout à fait délicieux, parce que vous êtes comme un ballon de fête foraine, quoi. Mais cet abandon dont vous parlez, quand vous écrivez, on sent que ça sert à raconter donc l'intime, je le disais, et peut-être pour aller vers des sentiments universels. Oui, parce que c'est ça, au fond, et ça ramène aussi à la discussion qu'on avait au début, c'est que ce qui est intéressant, c'est pas que je raconte mon histoire, parce que ça, tout le monde s'en fout, c'est de raconter une histoire qui est la vôtre, en espérant qu'elle fera écho à celui ou à celle qui la lit. C'est-à-dire qu'au fond, la magie de la littérature, pas de la mienne, mais de la littérature de manière générale, c'est qu'il y a un type qui vient vous raconter une histoire, hein, qui est supposée être la sienne parfois, et puis vous lisez le livre, vous avez l'impression que c'est la vôtre, et vous dites, il y a un problème. Et c'est ça la magie, c'est qu'effectivement, le livre vous tend un miroir. L'écrivain vous raconte des sentiments que vous avez éprouvés, vous raconte des expériences que vous avez connues. Moi, j'ai vécu ça, par exemple, quand j'ai lu Hervé Guibert la première fois dans les années 80. Je me dis, mais je ne connais pas cet Hervé Guibert, mais c'est quand même très ennuyeux qu'il soit en train de raconter des conneries sur moi dans son livre. Donc, je me disais, c'est bizarre. Bon. Et donc, il y a cette idée-là d'avoir une familiarité, une compréhension de soi à travers l'histoire racontée par un autre. Et moi, rien ne me fait plus plaisir que ça. J'évoquais tout à l'heure l'arrière-saison, le tableau de Hopper, la femme à la robe rouge, etc. Beaucoup de lectrices viennent me voir en me disant, elle s'appelle Louise, l'héroïne de l'arrière-saison, viennent me voir en disant, vous savez, Louise, c'est moi. Non, je ne crois pas, parce qu'on ne se connaît pas, mais ça m'enchante quand on me dit ça, parce que je me dis, ça veut dire que j'ai réussi quelque chose, c'est-à-dire j'ai raconté une histoire, mais en fait j'ai raconté l'histoire de ceux qui lisent l'histoire. Et c'est ça, je pense qu'au fond, plus on va à l'intime, et plus on a une chance effectivement de toucher à l'universel. Parce que, arrête avec tes mensonges, on pourrait se dire, franchement, une histoire qui se passe en 1984 dans la cour de récréation d'un lycée dans une ville qui s'appelle Barbezieux, je pense que personne ne connaît ici, qui est au sud de la Charente. S'il y en a qui connaissent Barbezieux, c'est que c'est... Voilà, parce que vous voyez Las Vegas? Barbezieux. Et donc l'idée, c'est qu'on pourrait se dire, 84, une cour de récréation d'un lycée Barbezieux, on ne voit pas à qui ça parle. Hein. Il y a un moment, on ne se dit pas, les gens vont dire « waouh ». Bon. Eh bien, sauf que tout d'un coup, ce livre connaît un succès énorme, etc. Et que les gens viennent, et je reçois un courrier volumineux, etc. Et m'en disant j'ai reconnu des choses de moi, ou cette histoire m'a ému, ou j'ai pleuré, ou etc. Et ne me parle pas de l'histoire, mais me parle d'eux, d'une certaine manière, ou d'elle. Bon. Et donc, ça m'intéresse, avec le mécanisme de l'universalité à partir de l'intime a fonctionné. Ça c'est le truc que je cherche. C'est pour ça que je refuse de dire que ce sont des récits autobiographiques. Parce qu'un récit autobiographique, ça vous tient à distance. Quelqu'un vous raconte une histoire, comme quand vous lisez la biographie de Napoléon, vous dites bah, « je lis la biographie de Napoléon, c'est formidable », mais on vous parle de Napoléon, on ne parle pas de vous. Et moi, j'ai l'idée de raconter quelque chose, mais qu'à la fin, mon histoire à moi n'est pas d'importance. Ce qui compte, c'est que les sentiments qui sont brassés sont, eux, des sentiments qui peuvent être reconnus par tous. Et alors, à propos de Paul Darigrand, qui a donc existé, est-ce que vous comprenez aujourd'hui, avec le recul, après avoir disséqué du coup, les sensations, les impressions laissées de l'époque, l'attirance qui vous a réunis, ou est-ce que vous croyez que c'est le fait d'un hasard? Il y a à la fois une part de hasard dans toute rencontre, quoi qu'il arrive. Elles sont en général le fait du hasard, elles sont rarement provoquées, elles sont rarement volontaires. Il y a tout d'un coup, vous tombez sur quelqu'un ou il tombe sur vous. Bon.
après, voilà, vous êtes face à des gens et tout d'un coup, il se passe quelque chose, encore une fois. Donc, je ne sais pas forcément expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Je sais qu'il s'est passé quelque chose, voilà. Et je voulais revenir à un parallèle avec votre livre intitulé Son frère, où vous étiez le résistant, le pilier, hein, puisque Oui. dans Son frère, c'est votre frère qui est malade. Que je tue, oui. Bah, je le tue, oui. Non, c'est effrayant parce qu'il a lu sa mort dans un livre. C'est ennuyeux, évidemment, parce que j'ai écrit donc un livre qui s'appelle Son frère, où je raconte une maladie qui est équivalente à celle que je raconte dans un certain Paul d'Arigran. Sauf que dans Son frère, c'est ça, la fiction, c'est formidable, parce que ça vous venge du réel. C'est que dans Son frère, je me suis donné le rôle du bien portant. Moi, je vais très bien dans Son frère, alors que la réalité, c'est que c'était moi le malade. Et donc, j'ai attribué la maladie à celui d'en face, qui est en l'occurrence mon frère. Et comme le livre s'appelle Son frère, et que j'ai vraiment un frère dans la vraie vie, évidemment, quand il a reçu le livre, il m'a dit donc un livre qui s'appelle Son frère. Alors, c'est vrai qu'effectivement, je peux comprendre que ça prête à confusion pour lui. Hein. Et donc, je voyais d'ailleurs qu'il mettait un peu de temps à le lire. Je dis, mais pourquoi tu mets tant de temps? Il me dit, comme j'ai compris que je mourrais dans le livre. Très bien. Ben, justement, tu es bien placé pour savoir que c'est faux, parce qu'a priori, comme tu peux le lire, c'est qu'à priori, tu es très vivant. Alors, ce qui est ennuyeux, parce que les gens, quand ils le voient, disent, je croyais que vous étiez mort. Enfin bon, ça fait 20 ans que ça dure, c'est compliqué, genre de s'excuser d'être vivant. Et surtout que j'ai poussé la perversité au plus loin, parce que le nom du héros dans le livre n'est pas son prénom à lui, n'est pas le prénom de mon frère, mais le prénom de son fils. Et donc, j'ai fait, et que la première ligne du livre, c'est Thomas meurt, comme ça, on les tue d'emblée. Et donc c'est assez... voilà. Mais ça fait partie du truc qu'on fait quand on fait des romans, oui, on s'amuse. Oui, parce qu'effectivement, dans ce roman, vous êtes le résistant, vous êtes le pilier, et dans votre autofiction, dans Un certain Paul d'Arigran, vous êtes plutôt le chétif. Je suis le chétif et la chiffre molle, oui. Ce qui était la réalité, oui. Mais on est pourtant dans quelque chose, dans une charnière, dans une année charnière pour vous. Alors j'ai plutôt l'impression qu'à la fin du roman, vous passez de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une forme de résilience ou de résistance. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez curieux, c'est que vous en sortez, ce que je disais, totalement métamorphosé. À la fois sur l'histoire d'amour, elle me comble, elle me remplit, elle fait de moi quelqu'un qui deviendra sans doute l'hypersensible que je suis et qui fait que j'écris des livres. C'est-à-dire si j'écris des livres sur le sentiment, sur le sensoriel, le sensuel, c'est sans doute parce que ces histoires-là sont produites dans le plus jeune âge et qu'elles m'ont imprégné, porté, construit, etc. Et donc elles m'ont façonné et elles ont... Voilà. Et en même temps, c'est aussi ces histoires-là qui m'ont appris la fragilité, qui m'ont appris, qui m'ont enlevé une forme de confiance aussi, quand même. Bon, parce qu'il y a quand même cette espèce de mortification à la fin de ne pas être choisi, cette mortification d'être quitté. Donc voilà, c'est quand même ça. Vous vivez longtemps avec la mortification d'avoir été quitté ou de ne pas avoir été choisi. Bon. Et sur la maladie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est formidable parce que vous survivez. Donc vous avez la force du survivant, la force du type qui se dit logiquement, je ne devrais pas être là aujourd'hui. Hein. A priori, tout indiquait que c'était quand même pas bien parti, surtout que beaucoup de mes camarades, eux, sont morts. Mais en même temps, il y a aussi cette espèce d'inquiétude diffuse qui est que vous vous dites, comme j'ai eu l'épée de Damoclès une fois au-dessus de ma tête, peut-être qu'elle pourrait tomber un jour. Donc il y a cette idée-là, cette idée que vous n'êtes jamais totalement à l'abri d'une nouvelle catastrophe. Et donc, c'est ça qui est assez curieux. C'est aussi dans l'ambivalence ou la dualité. C'est-à-dire que ça vous renforce, ça fait de vous quelqu'un de solide. Et puis, il y a aussi une irrémédiable fragilité qui s'est installée dont vous ne vous débarrasserez jamais. Donc voilà ce qu'on retrouve dans ce roman. Hein. C'est un livre de la construction. Vous avez l'air de clarifier, de fluidifier ce qui peut bouillonner, voire brouillonner en nous à chaque nouvelle expérience de la vie. Vous écrivez en fait la banalité du bonheur, les petites choses, le désir, les détails, comme vous le disiez, et c'est criant de vérité pour le lecteur. Je crois que je peux annoncer d'ores et déjà que le dernier volet de cette trilogie sera en librairie fin mai, voilà, sous le titre « Un dîner à Montréal ». On retrouvera donc le duo Philippe Besson et Paul d'Arigran face à leurs secrets dans un huis clos certainement troublant. Je vous confirme. Non, c'est étrange, Dîner à Montréal, parce que c'est effectivement le livre qui va sortir là, dans 2 mois. Donc j'ai écrit un certain Paul d'Arigran
comme un livre en soi. Je veux dire, je ne l'ai pas écrit en pensant qu'il y aurait un livre qui viendrait après. Non, je ne l'ai pas écrit comme tel, vraiment. Arrête avec tes mensonges. Non plus, j'ai écrit Arrête avec tes mensonges en ne pensant pas que j'allais écrire un certain Paul Darigrand. Alors évidemment, maintenant, je vois bien que ça forme un triptyque, mais il n'y avait pas cette volonté-là au départ. Maintenant, je vois l'ordonnancement des choses et je me dis que sans doute qu'il y avait une part de l'inconscient qui parlait, mais en tout cas, voilà. Mais c'est vrai que j'ai écrit un certain Paul Darigrand en faisant un livre en soi. D'ailleurs, c'est un livre en soi, au sens, quand on termine Paul Darigrand, on ne se dit pas, là, mais alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Enfin, on n'est pas dans un truc à se dire, il y a un suspense insoutenable, c'est pas une série Netflix, hein. On n'est pas dans un truc à se dire, il faut absolument que je vois le prochain épisode, parce que sinon, je veux savoir qui a tué, quand même. Si je ne sais pas qui a tué, bon, on sait qui a tué, hein, dans l'affaire. Bon. Donc voilà. Sauf que quand j'ai terminé un certain Paul Darigrand, moi, je savais ce qui se passait après, dans la vraie vie, parce que ceux qui ont lu un certain Paul Darigrand savent ce qui se passe à la fin d'un certain Paul Darigrand. Donc, vous voyez ce à quoi je fais référence. Et donc, je voyais ce qu'il y avait juste après cet épisode de la librairie. Bon. Et en fait, ce qui est assez curieux, c'est que ce qui s'est passé après l'épisode de la librairie, j'avais tenté de l'écrire sous une autre forme il y a 10 ans, sous forme théâtrale. J'avais commencé à essayer d'écrire ce truc d'un dîner. Voilà, bon. Et j'y étais pas arrivé, donc voilà, j'avais un peu laissé tomber l'affaire. Et puis effectivement, après avoir écrit Paul Darigrand, je me suis dit, mais quand même, ce moment-là était quand même un moment tellement étonnant, à tout point de vue, que peut-être ça mérite de le raconter. Donc j'ai commencé à écrire ça, et puis c'est devenu un livre. Donc on s'est dit, ben, on va le publier. Voilà. Alors, on aurait pu attendre effectivement l'année prochaine, et puis on s'est dit que c'était mieux d'aller jusqu'au bout du triptyque. Donc ça sort effectivement dans 2 mois. Oui. Voilà. Oui, il nous tarde tous de lire cette suite. Je termine par une citation. Je reviens d'ailleurs à la visite d'une librairie. Vous êtes donc c'est à la suite d'une visite à la librairie Mola à Bordeaux que vous écrivez tout est dans les livres, tout. On devrait s'en souvenir. Voilà, vous m'offrez une conclusion, voilà, comme je n'en ai jamais eu. Oui. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et je laisse la parole au public à qui je vais passer le micro pour poser des questions pour que ce soit entendu par tous. Donc laissez-moi juste le temps de vous passer le micro, mais c'est à vous de poser vos questions. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci. Bah, merci à vous. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, c'est le 4e que je lis de vous. D'accord. Donc, j'ai lu Se résoudre aux adieux, Les passants de Lisbonne et Arrête avec ses mensonges et celui-ci. D'accord. Voilà, moi, j'aime beaucoup parce que c'est simple, c'est infiniment touchant, même émouvant. Et c'est très juste. C'est... voilà. J'aime beaucoup aussi... J'aime beaucoup la façon dont vous vous adressez au lecteur, en fait. C'est de l'écriture, on a l'impression que vous nous parlez. Les parenthèses qui sont réelles, des parenthèses de ponctuation. Ce qui est curieux. Souvent, dans un roman, bon, c'est une parenthèse qui est genre juste un paragraphe ou juste une phrase, ou à la limite 2 phrases, mais quelquefois, la parenthèse, elle dure tout un paragraphe, voire 2, et parfois des parenthèses, entre guillemets, de fiction, c'est-à-dire carrément des digressions, mais qui sont intéressantes aussi au déroulement du livre. Donc ça, j'aime beaucoup. Toutes les références que vous faites aussi à vos autres livres, et il y avait aussi des livres que je n'avais pas lus, donc du coup... et... donc voilà, c'est infiniment juste. Alors je suis ravie de pouvoir retrouver bientôt Philippe et Paul, parce que déjà, bon, je ne l'ai pas lu en une seule fois, et quand je le fermais, le lendemain, je me disais, oh, je vais me coucher, je vais retrouver Philippe et Paul. Donc déjà, dans l'impatience, et donc voilà, tout ça. Et alors, bon, vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais la question, c'était... vous parliez tout à l'heure de votre travail d'écriture, comment vous êtes à nouveau immergé. Mais est-ce que, j'ai l'impression que non, mais est-ce qu'il y a 30 ans, vous avez tenu un espèce de journal, soit de votre relation avec Paul, soit de votre épisode, de votre relation malade, soignant, etc., parce que les souvenirs sont quand même précis, il y a des termes médicaux, etc., etc.
mais voilà. Ça va là? Ah oui. Alors non, j'ai pas pris de notes à l'époque, ni sur l'histoire d'amour, ni sur la maladie. Mais c'est vrai que c'est resté extrêmement précis dans ma tête, vraiment. Alors, je mens un tout petit peu sur la maladie parce que c'est vrai qu'il y a eu des notes prises un peu après la maladie par moi. J'avais fait des carnets, etc. Puis surtout, il y avait un carnet aussi que je tenais, mais ça c'était juste pour moi, c'est terrible à dire, mais sur l'évolution de mes plaquettes. Voilà. Donc il y avait des chiffres, etc. Donc, parce que comme on faisait une mesure des plaquettes chaque jour, je regardais mon évolution. Donc j'avais un petit carnet dans lequel il y avait les nombres des plaquettes qui figuraient. Donc de temps en temps les examens ou les traitements que je subissais. Donc j'avais en tête les étapes par lesquelles j'étais passé grâce à ce petit carnet que j'ai toujours conservé. Mais j'avais pas eu l'idée de tenir un journal intime à ce moment-là. Donc non, mais c'est vrai que c'est ça qui m'a frappé le plus, moi néanmoins, c'est que tout m'est revenu avec une grande exactitude, c'est-à-dire que c'est assez... Oui, mais je crois qu'au fond, il y a quand même des choses inoubliables dans chacune de nos vies. Il y a des choses qu'on a gardées, et si on décide de faire cet effort de mémoire, ça revient avec une précision confondante, c'est-à-dire qu'on est quand même des animaux étranges, c'est-à-dire que vraiment, il y a ça en nous, on ne sait pas qu'on l'a entassé, cette mémoire affective, cette mémoire sensible, mais elle est là. Et il faut à un moment trouver la clé ou trouver la façon de l'actionner ou je sais pas quoi. Mais c'est assez saisissant, oui. Oui, qui n'est pas du tout celle-là, j'imagine, bien sûr. Vous êtes reconnu. Ouais. Bah, tant mieux. Eh bien, pas sûr, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Ah oui, la femme, l'épouse, Isabelle. Avec incroyable. Oui, elle est formidable. De l'histoire, oui. Oui. Ouais, c'est quelqu'un de formidable. Non, non, c'est pas un trio amoureux, mais oui, oui, oui. Et puis surtout, c'est quelqu'un de formidable, Isabelle. C'est quelqu'un qui est, voilà. Alors, j'aurais préféré qu'elle soit haïssable, détestable, odieuse, tout ça. Et non, elle était juste très aimable, formidable. Donc c'est très agaçant parce que, évidemment, on préfère pour détester les gens qu'ils aient beaucoup de défauts. Elle avait beaucoup de qualités. C'est très, très, très énervant. Et voilà, donc, ce qui compliquait les choses, évidemment. Oui, oui. Oui. Bah, merci à vous. Bonjour. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure de Hervé Guibert. Ouais. Et c'est vrai que dans l'écriture d'Hervé Guibert, ce qui est assez choquant, c'est cette urgence qu'il y a dans cette écriture. Et parce qu'on sait tout de suite qu'il est malade, il sait qu'il est mourant. Mais est-ce qu'on peut retrouver... Est-ce que vous pensez que... comment dire? Est-ce qu'il y avait cette forme d'urgence dans l'écriture de ces romans plus intimes? Chez moi ou chez lui? Chez moi. Alors, il n'y a pas la même urgence. C'est-à-dire que... parce que pour moi, il y a deux Guibert. Il y a le Guibert d'avant la maladie et le Guibert de la maladie. Et moi, j'ai d'ailleurs tendance à préférer le Guibert d'avant la maladie, c'est-à-dire que, littérairement parlant, évidemment, ce que je veux dire, c'est que avant la maladie, c'est une écriture de la sensualité, c'est une écriture de la jeunesse, c'est une écriture du désir, et en même temps, c'est déjà cette écriture très blanche, très pure, très nue, très directe, très franche, très sensuelle, voilà, que j'aime profondément. Voilà, beaucoup. Dans l'écriture de la maladie, c'est une écriture beaucoup plus clinique. Il est presque en train de disséquer un animal de laboratoire, quoi. Il y a un côté, bon.
il change un peu la chose, et puis on sait que ça finira mal, en l'occurrence pour lui. Donc c'est vrai que lui, il est frappé par une espèce d'urgence qui est d'écrire contre la mort. Moi, il n'y avait pas ça du tout. D'abord parce que je n'ai pas vécu ce qu'il a vécu. Voilà, je n'ai pas du tout été malade comme lui. Et surtout, lui, il savait qu'il avançait vers la mort. Moi, je savais que c'était possible, mais que je pouvais m'en sortir. Enfin, voilà, donc, il y avait... Et puis, je pense que moi, j'avais 20 ans, donc j'avais une forme de désinvolture. C'était juste une maladie de sang. Donc, le pronostic était... enfin, je pouvais mal finir, mais le pronostic était différent. Donc, ça veut dire que ça ne caractérise pas les choses de la même manière. Et puis surtout, moi, je l'ai créé avec le recul du temps, en étant sorti d'affaires, en ayant guéri. Donc, ça change tout. Lui est vraiment... c'est le mourant, enfin, c'est le monsieur dans le couloir de la mort, quoi. Hein. C'est celui qui sait qu'à la fin, il y a la chaise électrique. Donc, et ça marque son écriture. Mais ça reste un écrivain, moi, qui je trouve considérable. C'est dommage qu'on le lise très peu aujourd'hui, ou de moins en moins en tout cas. Mais c'était... et en tout cas, pour moi, c'est une écriture de la sensualité. Et c'est pour ça que je cite notamment Les Gangsters, parce que c'est vrai que ce qui est très curieux, c'est que quand je rencontre Paul, la première chose qu'on fait, c'est aller dans une librairie. Et moi, je vais pour acheter ce livre qui s'appelle Les Gangsters d'Hervé Guibert, qui est donc le Guibert d'avant la maladie. Et voilà, tout est là, déjà. Enfin, tout est en place. Mais c'est vrai que j'ai de la... Au-delà de Guibert, j'ai de l'admiration pour les écritures sans fioriture. C'est-à-dire que je trouve que c'est difficile d'écrire simple, d'écrire sec. Au fond, quand on écrit ample, quand on écrit avec beaucoup d'adjectifs, beaucoup de mouvements, beaucoup de sensations, avec 15 personnages, des champs de bataille, etc., c'est difficile à faire. Mais au moins, on a le secours du nombre et du volume et de l'emphase, etc. Quand on écrit une histoire avec juste 2 personnages et juste sur le sentiment et sur le sensible, cette nudité, il faut la tenir jusqu'au bout, quoi. Et c'est vrai que j'ai de l'admiration pour ce genre d'écriture-là, et Guibert, de ce point de vue-là, en est. Mais Annie Ernaux, par exemple, que je cite aussi, que je mets en exergue de Dari Grand, c'est ça. C'est une écriture au cordeau. Il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de volonté d'en rajouter. Pas du tout. C'est une écriture minimale, et en même temps, elle vise tellement juste. C'est-à-dire que ça vous coupe les jarrets. C'est-à-dire qu'il y a un moment, elle n'a rien besoin d'ajouter, c'est parfait. La phrase est presque nue et vous avez tout compris en la lisant. Et donc, et notamment la phrase que je mets en exergue, la dernière phrase des années, qui est quand même un livre formidable, où elle dit « Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais ». Sublime, enfin, qu'est-ce qu'on peut écrire de mieux derrière, bon. Et donc moi j'aime bien ça, j'aime bien cette idée de la nudité et de la simplicité que j'ai trouvée chez Guibert. En tout cas, ma première vraie rencontre avec ça, parce que c'est vrai que j'avais 18-19 ans, et avant, on le sait, on lit les classiques qui sont formidables, mais c'est vrai qu'on lit Stendhal, on lit Balzac, on lit ça. Donc on n'est pas dans ces écritures contemporaines d'une nature différente. Bon. Et c'est vrai que cette rencontre avec la nudité et la simplicité, ça m'a plu, beaucoup. Voilà. Oui, à décrire les choses. Oui, mais ça... Oui. Ah oui, parce que... Alors en fait, parce qu'à un moment, je dis dans le livre qu'il y a des choses que j'arrive pas à écrire, en fait. Et c'est vrai que c'est terriblement frustrant parfois pour un écrivain d'être dans la situation de dire « je n'ai pas les mots pour raconter ce qui s'est passé ». Et de temps en temps, on est devant ça. C'est-à-dire que je commence à l'écrire ça au moment où je parle d'un regard de Paul dans une circonstance particulière, et je me dis, je pourrais écrire 1000 phrases que vous n'arriveriez pas à voir ce qu'il y avait dans ce regard. Je pourrais être très très bon dans l'écriture de ça, détaillé, machin. À la fin, vous ne sauriez, je n'arriverais pas, moi, à vous dire ce qu'il y avait véritablement et comment était ce regard. Parce que je ne sais pas les mots, je ne sais pas raconter un regard. Bon. Et je me dis au fond, donc déjà j'exprime cette frustration de ne pas y arriver, mais je me dis aussi, en vous disant cela, que je n'y arrive pas, j'ai l'espoir alors que vous allez voir ce regard.
J'ai l'espoir que du coup, vous disant que je ne sais pas comment il était, vous allez vous-même inventer un regard qui sera sans doute le bon, ou en tout cas un regard juste. Et c'est ça que j'ai cherché à faire en faisant ça. C'est de dire, je pourrais m'y prendre de mille façons, je n'arriverai pas à vous dire la part de douleur et de désir qu'il y avait dans ce regard, la noirceur exacte de ce regard, je ne saurais pas. Bon. Parce qu'encore une fois, c'est indicible un regard, c'est indescriptible. Et donc, voilà, dire qu'on ne sait pas, c'est une façon de dire au lecteur, bah, débrouillez-vous et en fait, vous allez y arriver vous tout seul, sans moi. Allez-y. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Après Paul, avez-vous retrouvé une passion équivalente? Alors, je ne dirais pas ça comme ça, parce que... C'est pas indiscret. Hein. Non, mais je peux répondre à cette question-là. En fait, je n'étais pas le même homme. Donc, l'homme qui a vécu cette passion, le jeune homme qui a vécu cette passion, n'est pas celui que j'ai été après. Donc, l'homme que j'ai été après a vécu d'autres passions d'une autre nature. C'est-à-dire et je n'aurais pas pu vivre une passion comme celle-ci. Je l'ai vécue à un moment donné de ma vie avec cette personne-là en particulier, et j'ai vécu d'autres choses avec d'autres personnes qui étaient très intenses, très, très folles et très je sais pas quoi. Mais c'était pas de la même nature. Je cherche pas. Enfin, il n'y avait pas de comparaison possible en fait. Mais ça a été vibrant, heureux, et je suis heureux dans la vie, moi. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais comblé. Mais c'est vrai que c'est aussi lié à un contexte, à un moment, à une situation, à une personne. Les histoires d'amour, elles se répètent pas parce que vous n'êtes pas la même personne. Mais c'est vrai aussi pour l'écriture, par exemple. Je ne suis plus, et parfois pour moi c'est une douleur, mais bon, je ne suis plus celui qui a écrit En l'absence des hommes. Quand j'ai des gens qui viennent me voir en disant « Oh, En l'absence des hommes, quel livre merveilleux, etc. » C'est une douleur pour moi parce que je me dis « Je serais incapable de l'écrire, ce livre, aujourd'hui. Je n'arriverai pas à l'écrire. » Parce qu'il s'est passé 20 ans et que ma vie est partie dans une autre direction, etc. Et donc, il y a tout un tas de choses comme ça. Donc, c'est lié à un moment. Donc, j'ai vécu d'autres choses, d'une autre intensité, d'une autre nature. Et voilà, le bonheur avait une autre texture. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de question taboue. Ah, ça y est, il y a une main qui s'est dressée. Oui, je ne sais pas si je vais réussir à faire comprendre avec des mots ce que... Bon, je me posais la question suivante. J'avais un livre qui était La puissance et la gloire de Graham Greene, qui était autrefois mon livre de chevet. J'avais 17 ans. Je ne sais même plus de quoi ça parle. Mais je me dis, est-ce que c'est grave ou pas, ou bien est-ce que ce livre-là ne m'a pas amené à un autre livre, bien sûr. un autre livre, et je pense que oui. Je me posais la question aussi, mon premier amour, je m'en souviens aussi, mais je me demande finalement, même si on l'a oublié, ou bien il est toujours là, et je me pose la question, si finalement tous les autres amours, ce ne sont pas des morceaux que l'on prend à droite, à gauche, pour reconstituer quand même quelque part le premier. Je ne sais pas répondre à ça. Ce qui m'a intéressé aussi tout à l'heure, c'est quand vous parliez de ces disparus. Et c'est vrai, hier encore, je disais à un ami, je parle encore de ma grand-mère. Sans doute que je suis le seul dans la famille, mais j'ai l'impression que je la maintiens encore vivante. Oui, bien sûr. Et que la deuxième mort, c'est quand on ne parle plus. Absolument. Alors, à cela, tout à l'heure, quand vous parliez des rencontres, et Dieu sait si c'est quelque chose qui, pour moi, est absolument extraordinaire. Donc, ce sourire qui va vous faire vous arrêter, est-ce que c'est pas quand même un sourire qui est là, quelque part dans la tête, dans un endroit, inconnu de nous, et qui, tout d'un coup, une rencontre va le faire de nouveau éclore? Voilà. Est-ce que tout ça, finalement, ne fait pas ce que l'on est aujourd'hui? Oui, mais c'est tout ça qui nous fabrique. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la somme de ces rencontres aussi qui fait ce qu'on est, nous. La somme des choses, des années traversées, la course du temps et la somme des sentiments vécus et traversés. Parfois, les choses qu'on a retrouvées, des sensations parfois retrouvées, tout ça est proustien, mais c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'effectivement, parfois, en un autre ou en une autre, on retrouve quelque chose
du passé, de quelqu'un du passé, et que cette retrouvaille inattendue avec une sensation qu'on croyait oubliée ou enfouie ou enfuie nous déstabilise. Et qu'effectivement, il y a aussi, peut-être chez nous, la propension à toujours aller vers, malgré nous, vers des choses qui se répondent ou qui se ressemblent. C'est-à-dire que, je disais ça par exemple sur Thomas et sur Paul, moi je suis frappé de voir que les deux grandes histoires de ma jeunesse sont quand même deux histoires de clandestinité, deux histoires dans lesquelles on me demande de ne pas apparaître, et deux histoires de garçons fuyants et de garçons perdus dans leurs propres contradictions et dans leur propre ambiguïté, dans leur propre ambivalence. J'en ai pas choisi des qui étaient faciles, visibles, je sais pas quoi. Donc je me dis, pourtant j'ai pas l'impression de les avoir choisis, que c'est plutôt le hasard ou que c'est eux qui m'ont choisi, mais en même temps je reconnais qu'ils se ressemblent, enfin qu'ils se ressemblent, pas physiquement, mais ils se ressemblent dans l'histoire telle qu'elle a été vécue. Et donc ça pose la question de, est-ce que c'est pas moi qui suis en cause dans cette affaire-là? Pourquoi c'est vers cela qu'on va plutôt que vers des histoires faciles, etc. Bon, donc j'ai pas les réponses à ces questions, mais et tant qu'on les a pas, les réponses, on continue de vivre. Bonjour et merci. Bonjour. Alors moi, j'ai un conseil à vous demander. Oui, allez-y. Bon, je ne suis pas sûr d'être très bon en conseil, mais je dis ça parce que en général, je donne toujours de mauvais conseils. Mais alors, ouais. moi, j'aime beaucoup la littérature, j'adore lire, et je me suis inscrite à un atelier d'écriture donc dans mon quartier. Et là, je me dis, c'est difficile d'écrire une histoire, d'inventer une histoire. Je veux dire, de construire. Voilà, on a un petit peu un fil conducteur, le sandwich, on doit respecter des règles. Et puis, bon, je me dis, je choisis en fonction de ce que je préfère, mais où puiser l'imaginaire, comme vous dites? Voilà ma question. Alors, c'est une question délicate pour moi, parce que à la fois, je trouve ça très bien qu'il y ait des ateliers d'écriture et que des gens qui ont le désir d'écrire, la pulsion de raconter des histoires, qui ont l'envie d'ordonnancer des choses ou d'essayer de construire quelque chose, et qui se cherchent des outils, des moyens ou des conseils ou des aides ou des soutiens. Je trouve ça très bien, parce que c'est vrai que, bon, il y a beaucoup de gens qui ont ce désir en eux, c'est peut-être votre cas, donc justement d'ancrer, de raconter ou d'écrire. Bon, et qu'effectivement, on est un peu perdu. Bon. Et en même temps, moi, je suis le plus mal placé pour vous dire ça, parce que je ne suis jamais allé dans un atelier d'écriture, j'ai toujours refusé d'en animer, et j'écris dans une solitude absolue. C'est-à-dire, j'écris sans en parler à personne, sans le concours de personne, sans écrire le moindre plan, sans rien. Sans règles, sans rituel, sans me donner la moindre obligation, n'obéissant qu'à mon désir. Enfin, donc, je suis le contre-exemple de ça, c'est-à-dire l'idée de quelqu'un qui n'obéit à aucune des règles qu'on est supposé avoir si on veut écrire. Mais mon cas n'est absolument pas symbolique ou symptomatique ou généralisable. Il y a des écrivains qui écrivent comme moi, au sens... Qui écrivent dans cette solitude, cette machin, etc. Et d'autres qui écrivent totalement différemment. Il y a des écrivains qui vous disent, moi, je dois me mettre à la table, travailler pendant 4 heures, ne pas en sortir, je dois savoir exactement ce que je vais écrire, je dois avoir organisé ma pensée, c'est impossible autrement, etc. Donc tout existe. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, je ne saurais pas... Alors, d'ailleurs, en disant ça, je vais faire tout de suite un correctif, mais je ne saurais pas écrire un livre comme ça. Ça, c'est pas possible. En revanche, je suis obligé de reconnaître que c'est comme ça que j'écris les scénarios. Quand j'écris des scénarios, il y a des règles très précises quand vous écrivez des scénarios. Il y a des scènes, il y a des séquences, il y a des... Vous pouvez dire si vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur, le jour, la nuit, le nombre de personnes, la disposition des lieux, etc. Bon, vous écrivez aussi sous contrainte de temps, parce que vous devez rendre à telle date, alors qu'un livre, vous mettez 2 ans ou 10 ans à l'écrire. Bon. Vous écrivez sous contrainte de budget aussi, parce que si je vous dis dans un livre, comme je l'ai fait dans Les Passants de Lisbonne,
la ville de San Francisco est rasée par un tremblement de terre, je peux l'écrire. Si j'écris ça dans un film, ça coûte 3 millions. Donc, je fais attention à ne pas l'écrire, voyez. Bon. Donc l'idée, c'est ça, c'est que vous écrivez sous un tas de contraintes. Et souvent, quand j'écris des films, j'écris le désir d'un autre. C'est-à-dire qu'en fait, on vient me proposer un sujet. Ce n'est pas un sujet qui vient de moi. Souvent, on me dit, bah, écris ça, adapte tel livre, ou écris une histoire sur ça, etc. Bon. Et j'y arrive. Et ce sont ces contraintes qui me permettent d'y arriver. C'est-à-dire, c'est ce cadre établi dès le départ, et lui seul, qui me permet d'y arriver. C'est-à-dire que la contrainte qui m'est donnée de ma liberté, cette façon d'encadrer ma liberté, est la condition indispensable pour écrire le scénario. Si on me disait, bah, vas-y, fais ce que tu veux, je n'y arriverais pas. C'est parce qu'on m'impose une histoire, on m'impose un cadre, une date de remise, un budget, etc., que je sais l'écrire. Donc ça veut dire que cette écriture, elle existe aussi comme ça, avec des règles, avec une discipline, etc. Mais quand j'écris les livres, jamais. Alors là, je serais incapable d'écrire dans un cadre contraint, forcé, ou avec des gimmicks, ou avec des passages obligatoires. Voilà. Dans un scénario, vous avez des passages obligatoires. Vous savez que vous devez avoir un nombre de scènes. Voilà, vous savez que ça doit faire un certain nombre de minutes. Enfin bon, donc tout est organisé. Et ça, je ne saurais pas le faire dans un livre. Non, c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, moi, je me rends compte parce que je serais plus, comme vous parlez, des gens qui sont partis. Enfin, moi, j'ai été confrontée à la mort de ma sœur il y a très peu de temps. Et c'est vrai que je pense que ça serait plus facile pour moi et plus riche que de créer un roman, une histoire. Écrivez sur ça. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche d'écrire sur ça? Rien. C'est très personnel, c'est un vécu quand même. Oui, mais peu importe. Ouais. Tous les livres qu'on écrit sont des livres personnels. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Y compris quand on écrit des romans où on raconte n'importe quoi et où il n'y a pas de livre qui ne soit pas personnel. Non. Ça n'existe pas un livre extérieur à soi. Ça n'existe pas du tout. Ça ne peut pas exister. Si c'est un livre extérieur à vous, ça n'existe pas. Ça n'est pas un livre. Donc toutes les histoires sont des histoires personnelles. Tout ce qu'on écrit vient de soi et tous les mots portent notre empreinte. Donc ça n'existe pas un livre pas personnel. Ça n'existe pas. Si ça n'est pas personnel, ça n'est pas un livre.